Le webinaire d'aujourd'hui, il est centré autour du BOSS, c'est l'acronyme pour Building Operating System. Et donc l'objectif, c'est bien de mieux expliquer ce qu'est le BOSS. Ce webinaire, on le fait principalement pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on nous a énormément demandé ces derniers temps, ces 3-4 derniers mois, concrètement, d'expliquer ce qu'était le Building Operating System, surtout dans un cadre où nous, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, on a mis ce terme-là sur le marché avec une idée en tête qui était que le Building Operating System était le cœur du système d'information du bâtiment digital. Et on voit que depuis plusieurs entreprises se positionner sur le BOSS, mais finalement, on ne fait pas tous le même métier et tous la même chose. Et souvent, on nous met en concurrence vis-à-vis d'entreprises ou vis-à-vis d'autres concepts de Building Operating System, alors que nous, on les voit plutôt comme des compléments à ce qu'on fait. Voilà, et on n'a pas l'impression de faire exactement la même chose. Donc l'objectif, c'était de cadrer ce que nous, on envisage, ce que nous, on veut définir comme BOSS, quelles doivent être ses compétences et comment il se positionne vis-à-vis d'autres plateformes qui peuvent être soit des middleware GTB, soit des plateformes cloud, des services cloud, soit d'autre part des hyperviseurs 3D. Je vous propose aujourd'hui d'organiser la présentation de la manière suivante. Donc d'abord, je vais vous faire une brève présentation de Spinalcom et de moi-même. Je vais vous donner les objectifs du webinaire. Je viens de vous les décrire ici, mais on va les préciser sur des slides. Ensuite, on va se concentrer sur pourquoi est-ce qu'on doit mettre en place un système d'information spécifique dans le bâtiment et pourquoi ce système d'information, c'est pertinent qu'il soit basé sur ce qu'on appelle le jumeau numérique. Ensuite, on va voir quel est le positionnement du BOSS dans ce système d'information. Donc, le BOSS, c'est le cœur de ce système d'information. C'est l'une des briques qui permet de composer ce système d'information. Et puis, on aura une discussion principalement autour de ça et puis de ce qu'est-ce que le BOSS permet de réaliser. Avant de laisser la main donc à Edouard Rigaud de EDF DSIT, donc c'est la direction de services informatiques techniques chez EDF, et puis de conclure et de répondre à vos questions. Commençons d'abord par une présentation de Spinalcom et de moi-même. Donc je m'appelle Jérémy Bellec, moi je suis président de Spinalcom. J'ai une autre activité à côté qui est formateur à l'exécutive éducation de l'école polytechnique. Et historiquement, j'ai un passé, donc un doctorat en dynamique de structure à l'école normale supérieure de Cachan. Et j'ai passé les 10-15 dernières années à travailler sur des thématiques de jumeaux numériques dynamiques et donc de systèmes d'information qui permettaient de coupler en temps réel des données qui venaient d'objets connectés avec de la modélisation 3D, avec des systèmes d'analyse ou de simulation, voilà, et à travailler pour développer des plateformes là-dessus. Et aujourd'hui, le cœur de métier de Spinalcom, c'est justement de proposer ces plateformes à travers, dans le monde du bâtiment et du bâtiment digital, à travers tout ce qui est outil de data management, donc c'est ce qu'on appelle le BOSS, le Building Operating System, et puis une gamme d'applications qu'on développe et qu'on déploie au-dessus, autour de l'asset performance management et de l'exploitation maintenance. En gros, toute une suite applicative qu'on pourrait appeler suite BIM, gestion, exploitation, maintenance. Donc, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps sur ces sujets-là et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Donc, moi, mes objectifs aujourd'hui, on va dire que j'en ai deux principaux. Le premier, c'est vous expliquer concrètement ce qu'est le BOSS et définir ce qu'est le BOSS. Et pour nous, le BOSS, c'est le cœur d'un nouveau système d'information qui n'existe pas aujourd'hui dans le bâtiment, qui est le système d'information, le SI bâtimentaire. Et donc le BOSS, c'est le cœur de ce système-là. C'est un système qui gère le jumeau numérique et qui orchestre les relations avec les autres systèmes qui sont utilisés dans le bâtiment. Donc, si vous regardez sur cette présentation, vous avez la GTB, vous avez Building Information Model, donc la maquette BIM, vous avez des systèmes de gestion électronique de documents, la GMAO, des systèmes d'analyse, des viewers, d'autres systèmes de gestion patrimoniale, etc. Vous avez pas mal de systèmes d'exploitation qui existent dans le bâtiment, mais vous avez à aucun moment un système qui vous donne une vision 360 degrés, une vision globale et cohérente de l'ensemble du bâtiment. Et donc, ce qu'on dit, nous, c'est que finalement, il va falloir apporter un nouveau système d'information pour mettre tout ça en cohérence, qui s'appelle le système d'information bâtimentaire, et que le BOSS, finalement, c'est le cœur de ce système d'information. Je reviendrai dessus dans les slides suivants. Et deuxième chose, une fois qu'on a défini ce qu'était le BOSS, c'est essayer de vous apporter quelles doivent être ses compétences. Donc là, dans ce slide, je vous ai apporté finalement des briques qui correspondent aux compétences de base de ce que nous, on appelle un BOSS. Donc déjà, compétences de cœur de système d'information bâtimentaire, qui est capable d'offrir un déploiement maîtrisé, c'est-à-dire un déploiement potentiellement local dans le bâtiment, en fog ou en edge computing, que grâce à ce BOSS et à système d'information bâtimentaire, nos clients restent propriétaires de leurs données. On n'est pas simplement sur une plateforme cloud dans laquelle vous nous envoyez les données et puis on essaie de vous les restituer de manière traitée et de vous revendre des données qui vous appartiennent déjà finalement. C'est vraiment un système qui appartient aux clients, dans lequel les données appartiennent
au client, qui peut être la maîtrise d'ouvrage, qui peut être l'occupant du bâtiment, et qui va venir mutualiser et structurer l'ensemble des données des différents systèmes du bâtiment. Il est centré autour de ce qu'on appelle le jumeau numérique, on reviendra dessus, donc c'est vraiment une représentation globale 360 et à jour du bâtiment. Ça veut dire qu'il est capable de gérer des données très très hétérogènes, voilà, qu'il est garant du référentiel unique, que c'est une plateforme, ce qu'on appelle AEP, plateforme d'application enablement. On définira ce que c'est, donc ça veut dire que c'est une plateforme qui met en œuvre ce qu'on appelle les API et surtout un SDK, Software Development Kit, et puis que c'est une plateforme d'orchestration applicative qui est capable de gérer des événements et d'agir sur les systèmes terrain. Alors ça, ce sont des compétences techniques. L'objectif aujourd'hui, ça va être deux choses. Ça va être de reprendre toutes ces compétences et une fois qu'on a fait comprendre finalement ce qu'est le boss, d'arriver à vous fournir ce tableau-là, qui est un tableau comparatif où on a mis finalement l'ensemble, on a regroupé l'ensemble des compétences qu'on voit, nous, dans un boss, que doit fournir le boss. On les a détaillés aussi un petit peu en mettant des lignes. Est-ce que la plateforme en face propose ça? Et donc, on fait une comparaison entre le boss et d'autres typologies de systèmes d'information avec lesquels souvent on nous demande des comparaisons. Donc, c'est soit des systèmes d'information ou des solutions de viewer BIM ou d'hyperviseur BIM, qui sont plutôt pour nous des services qui fonctionnent au-dessus du boss, soit des comparaisons avec des services cloud, des gens qui ont des plateformes, un peu des IWMS dans le cloud et qui se positionnent en tant que boss. Mais pour nous, c'est pareil, ce sont des compléments, ce sont vraiment des offres complémentaires avec ce que peut proposer un boss, mais c'est pas tout à fait un boss, c'est même pas du tout un boss. Et aussi le plus souvent avec ce qu'on appelle nous des middleware GTB, c'est-à-dire des plateformes qui vont vraiment structurer l'ensemble des informations de la GTB, mais même de tout ce qui ressemble énormément à la GTB en termes de structure de données, en termes d'architecture de données, donc ça peut être le système de sécurité incendie, ça peut être le contrôle d'accès, etc. Donc tous ces middleware vont venir vraiment orchestrer ces données GTB, mais qui pour nous ne sont pas un boss parce qu'ils ne sont pas constitutifs d'un système d'information bâtimentaire. Voilà. Et donc on va voir la différence. Concrètement, moi ce que j'aimerais bien aujourd'hui, après ce webinaire, c'est que vous ressortiez en ayant compris pourquoi est-ce qu'on vous propose ces différents critères finalement, ces différentes compétences du boss et pourquoi on compare finalement le boss ou comment on peut définir le boss par rapport à ces typologies de plateformes, ces autres typologies de plateformes. Alors d'abord, pour faire comprendre les différents critères ou les différentes compétences, on va essayer de les traduire en quelque chose de très concret. Alors traduire en quelque chose de très concret, ça va être faire la présentation d'un autre tableau. Donc là, je vais repris tous les critères et je vous ai dit à côté, on a essayé de lister à côté. Par exemple, quand j'ai une application enablement platform et puis que j'ai un SDK, donc un Software Development Kit, qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas de software development? Qu'est-ce que je peux faire si j'ai un software development kit? Qu'est-ce que je ne peux pas faire si je n'en ai pas? Donc, je ne vais pas tout lister. Ce tableau, vous l'avez. Vous pouvez prendre des images. De toute façon, vous aurez le replay du webinaire après. Mais l'objectif, moi, c'est peut-être d'insister sur 3 ou 4 critères ici et de bien expliquer ce que ça permet de faire ou non. Donc, la première chose, sur le côté application enablement platform. On voit beaucoup de plateformes aujourd'hui qui ont des API, de plus en plus, alors c'est très intéressant, et qui proposent des architectures microservices, mais qui ne proposent pas de SDK. Or, pour nous, le BOSS, c'est une application enablement platform, et donc de ce point de vue-là, ça propose un SDK obligatoirement. Un SDK, c'est quoi? C'est un Software Development Kit, et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quand on a un SDK, par exemple, on peut développer des nouvelles applications très riches qui fonctionnent au-dessus du BOSS qu'on n'avait pas prévu à la base. Ça veut dire qu'on peut développer à partir d'un SDK un nouveau modèle de données qu'on n'avait pas prévu à la base et utiliser ce nouveau modèle de données pour venir le coupler avec d'autres modèles de données et puis l'utiliser dans une nouvelle application. Là où une API, c'est différent. Là, une API, le modèle de données est déjà défini et on vous donne juste un accès à comment venir récupérer, accéder ou modifier une donnée, mais pas définir un nouveau modèle de données. Donc, vous voyez que de ce point de vue-là, un SDK permet par exemple de construire des nouvelles API. Donc, si vous avez un SDK, vous pouvez enrichir votre système, le faire évoluer, construire des nouvelles API, construire des nouvelles applications. Si vous n'en avez pas, vous êtes plutôt sur un système figé qui vous propose des API, qui vous propose d'échanger des données, mais sur lequel le système lui-même ne peut pas évoluer. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de SDK, vous ne pouvez pas créer des nouvelles données, des nouveaux types de données et des nouvelles API. Deuxième chose, on vous dit que le BOSS, ça gère un jumeau numérique. Un jumeau numérique, pour nous, quand on précise ce qu'est un jumeau numérique, je vous ai mis finalement qu'il y a un graphe sémantique, des objets BIM, des modélisations GTB, etc. Je vous ai mis un ensemble de modèles de données différents. Pourquoi? Parce que quand on parle de BOSS et de système d'information bâtimentaire, on va parler d'un système d'information qui doit gérer l'ensemble des données du bâtiment. Donc, qui doit avoir une vision globale
de l'ensemble du fonctionnement du bâtiment. Ce qu'on va vous montrer après, c'est que ce système n'existe pas aujourd'hui parce que toutes les données du bâtiment, elles sont juste distribuées un petit peu partout dans plein de systèmes d'information différents et qu'à aucun moment, on a un système qui permet d'avoir une vue globale d'ensemble de ce qui se passe dans son bâtiment. Et pour qu'on puisse avoir ça, ce système-là, il va forcément devoir gérer finalement ou savoir comment gérer d'une manière ou d'une autre l'intégralité des typologies qui viennent des différents systèmes d'information du bâtiment. Autrement dit, ce jumeau numérique, c'est un modèle de données très riche, un modèle représentatif du bâtiment très riche qui est capable non seulement de décrire ce qu'on appelle la sémantique du bâtiment, donc c'est le graphe sémantique en temps réel, mais c'est un système qui va devoir comprendre ce qu'est un objet BIM, parce que c'est une des sources de données qu'il doit intégrer, ce que c'est un modèle GTB, ce qu'est une time series, ce qu'est un ticket de la GMAO, ce qu'est un dossier, un fichier pour gérer les DOE. Donc finalement, le jumeau numérique, c'est une structure de données très très hétérogène qui doit être capable d'intégrer toutes les typologies de données du bâtiment, qui viennent des différents systèmes d'information. Et donc, je prends par exemple un jumeau numérique qui ne sait pas gérer ce qu'est un ticket GMAO. Ça veut dire que jamais on ne pourra intégrer une GMAO au système d'information bâtimentaire. Donc, si je n'ai pas de jumeau numérique qui traite une GMAO, je ne sais pas comment générer un ticket à partir d'une alarme GTB, puisque je ne sais pas ce qu'est un ticket GMAO. Voilà. Par contre, si j'ai un jumeau numérique qui sait gérer en même temps une modélisation GTB et des time series ou des alarmes GTB et des tickets GMAO, je vais pouvoir d'un côté comprendre qu'il y a une alarme ou qu'il y a une série d'alarmes et que cette série d'alarmes justifie la création d'un ticket dans la GMAO, donc créer un ticket qui va être envoyé à la GMAO parce que je sais ce qu'est un modèle GTB et une alarme GTB, je sais ce qu'est un modèle GMAO et donc maintenant je vais pouvoir faire un lien entre les deux. Autrement dit, le jumeau numérique, c'est un ensemble de données. Et si je ne suis pas capable à un moment de comprendre une de ces typologies de données, je ne suis pas capable de dialoguer avec le système spécifique qui va gérer cette donnée. Troisième chose, l'orchestration. On dit qu'un boss, ça doit être capable d'orchestrer des systèmes. Orchestrer des systèmes, ça veut dire déclencher des processus dans les autres systèmes. Ça veut dire agir concrètement sur les autres systèmes. C'est pas simplement je vous fournis une API, venez récupérer les données et puis faites ce que vous en voulez. Non, un boss, c'est un cœur de système d'information qui, quand il reçoit une donnée, il est capable de l'envoyer à un autre système et de dire à l'autre système, maintenant, fais ça parce que j'en ai besoin tout de suite. L'exemple, c'est aussi l'exemple d'une mise à jour en temps réel d'un hyperviseur BIM, par exemple. D'un côté, je récupère des données de la GTB, ces données sont envoyées en temps réel, et moi j'ai envie d'avoir un hyperviseur BIM qui est mis à jour en temps réel, donc qui me décrit concrètement, dès qu'il y a un changement de température, je vois ce changement de température. Pour ça, il va falloir que quand je récupère la donnée GTB, je puisse aller dire à l'hyperviseur, remets ton interface graphique à jour parce qu'une donnée a été modifiée. Donc j'agis sur le superviseur. De la même manière, je reçois des alarmes GTB et je veux agir sur la GMAO pour qu'elle déclare elle-même un ticket ou qu'elle envoie des messages. Il faut bien que je puisse envoyer le ticket et envoyer une demande d'action vers la GMAO. Pareil pour la GTB. Autrement dit, ce système d'information, ce boss, il doit être capable non seulement d'aller récupérer les données dans différents systèmes, mais potentiellement de leur envoyer et de demander des commandes ou d'orchestrer des commandes sur ces différents systèmes. Et puis les deux derniers critères que je vais rejoindre, c'est la maîtrise des données et le déploiement. On est en train de dire que on est en train de déployer un nouveau système d'information qui est un système d'information bâtimentaire. Ce système d'information bâtimentaire, il est lié intimement au bâtiment et moi, en tant que propriétaire du bâtiment, je ne suis pas propriétaire des données de mes occupants. Et même en tant que locataire, entreprise louant le bâtiment, je ne suis pas propriétaire des données qui appartiennent à mes salariés. Voilà. Et donc, tout ça, ça nécessite une complète maîtrise des données et on ne peut pas juste dire, voilà, j'envoie toutes mes données vers une plateforme cloud que je ne maîtrise pas. Et puis ces données dans cette plateforme cloud, c'est une remarque d'un asset manager que j'ai trouvé assez intéressante, c'est tout le monde me dit j'ai un boss, oui, mais il me demande d'envoyer toutes les données dans une plateforme que je ne maîtrise pas pour me revendre ensuite les données qui m'appartiennent déjà. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est votre bâtiment, il vous appartient. Votre bâtiment, il a son ordinateur de bord
et les données qui sont dans l'ordinateur de bord vous appartiennent aussi, et c'est vous qui en êtes le maître. Voilà. Et donc le boss doit pouvoir s'installer, le boss et le système d'information bâtimentaire doivent pouvoir s'installer dans un environnement qui est maîtrisé par le propriétaire du bâtiment, par la personne qui est propriétaire aussi potentiellement de certaines des données, en tout cas de toutes les données relatives au bâtiment. Et donc de ce point de vue-là, soit vous avez un boss et vous pouvez gérer, que vous êtes capable de comment dire, de déployer localement, et donc vous êtes capable de maîtriser l'intégralité de vos données et de demander potentiellement des prestataires de vous maintenir votre système, soit vous n'avez pas de boss, et à ce moment-là, vous laissez complètement la maîtrise des données à des gens qui ont des plateformes cloud, qui, eux, savent maîtriser les données, mais ça veut dire que vous n'êtes plus maître de comment ces données sont utilisées, et ça, dans le contexte d'un gros bâtiment tertiaire ou d'un bâtiment industriel, c'est des choses qui sont inenvisageables. Alors, l'objectif de ce slide, il est de vous dire, voilà, si vous avez ces critères, voilà ce que vous pouvez faire, donc de rendre compréhensible un petit peu ces critères qui parfois peuvent être des critères assez techniques. Alors maintenant, on va essayer d'envisager tout ça dans des slides qui sont peut-être plus imagés pour essayer de faire comprendre un petit peu tous ces critères. Alors, la première chose, c'est, je vous ai dit, le boss, mon premier objectif, c'est de vous faire comprendre que c'est le cœur d'un nouveau système qu'on appelle le système d'information bâtimentaire. Les 3 prochains slides, ils ont pour objectif de vous faire comprendre un petit peu pourquoi ce système d'information bâtimentaire il est nouveau, quel est son rôle et où est-ce qu'il se situe. L'objectif qu'on a tous à terme, c'est de faire en sorte que le bâtiment devienne un bâtiment digital. Bâtiment digital, ça veut dire que le bâtiment lui-même est une plateforme sur laquelle on peut déployer des nouvelles applications. De ce point de vue-là, ça veut dire que le bâtiment devient un système d'information, ce qu'il n'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on déploie des systèmes d'information dedans, mais tous ces systèmes sont complètement silotés, ne sont pas constitutifs d'un système cohérent global qui vous donne une vision complète. Alors pour faire ça, on ne va pas réinventer la roue. Pour faire en sorte que le bâtiment devienne un bâtiment digital, c'est-à-dire devienne une plateforme applicative, il va falloir fournir au bâtiment une infrastructure digitale, ce qu'on appelle un OS finalement. Si vous regardez ce qui s'est passé pour passer du mainframe au PC ou du téléphone au smartphone, eh bien c'est clair, vous êtes passé d'un téléphone qui offrait quelques applications à un smartphone qui est devenu une vraie plateforme applicative. Et la grosse révolution, ça a été l'installation d'un OS, iOS, Android, dans ce téléphone, qui permet maintenant simplement de développer, de déployer et d'utiliser des nouvelles applications qui fonctionnent toutes sur un même socle logiciel qui est l'OS. Voilà. Et c'est lui qui rend la plateforme cohérente, qui permet facilement de déployer des applications, non pas uniquement dans le cloud auquel le téléphone vous donne accès, mais aussi sur votre téléphone directement, qui peuvent aller chercher des données dans le cloud. C'est quand même une chose différente, c'est votre téléphone qui est intelligent, qui est smart, c'est pas une plateforme cloud. Le bâtiment, c'est pareil, c'est le bâtiment qui doit devenir intelligent aussi, et donc pour ça, il faut déployer dans le bâtiment, associé au bâtiment, une infrastructure logicielle, un OS, dans lequel qui va permettre de facilement développer et déployer des nouvelles applications. Alors ça vous justifie une chose, ça justifie la compétence qui est que le boss doit être une plateforme, ce qu'on appelle une application enablement platform, associée au bâtiment. C'est une plateforme qui permet facilement de développer des nouvelles applications, et ces applications, elles doivent être, et cette plateforme, elle est liée au bâtiment parce qu'elle rend le bâtiment intelligent. Elle ne fait pas simplement connecter le bâtiment à une plateforme intelligente. Donc là, c'est la première justification, c'est pourquoi le boss doit être une application enablement platform. Deuxième chose, où se situe le boss? Je vous ai dit que le boss, c'était le cœur d'un système d'information bâtimentaire. Un système d'information bâtimentaire, on va essayer de le positionner. Donc ça, c'est un slide que je présente assez souvent, qui pourrait être associé au slide que présente la Smart Building Alliance en présentant ces 3 couches, dans lesquelles on a la couche terrain, dans laquelle on va retrouver tous les équipements, les systèmes automatisés terrain, et donc typiquement les systèmes GTB, le SSI, etc. Donc les systèmes, là, ils sont représentés en petits, et finalement, ces systèmes GTB, c'est un ensemble de capteurs, d'actionneurs, d'automates qui remontent ça vers des plateformes de gestion et dans lequel on propose déjà des services. Donc, vous avez toute la supervision GTB qui marche à ce niveau-là. Donc, vous avez des systèmes terrain complets
Donc ça peut être l'AGTB, le SSI, le contrôle d'accès, et puis parfois vous avez des plateformes qui permettent de mutualiser et d'apporter vraiment toutes ces compétences-là avec un middleware GTB au sens large au niveau terrain. Ça, c'est ce qu'on appelle les plateformes terrain. Ça existe déjà dans le bâtiment depuis très longtemps. Autre échelle, ça va être plutôt l'échelle patrimoniale cloud. Là, vous allez retrouver toutes les GMAO, les systèmes de gestion patrimoniaux ou des services cloud dans lesquels des services, par exemple, de gestion de la consommation énergétique. Donc tous ces systèmes sont des systèmes qu'on fait fonctionner principalement dans le cloud, qui apportent peut-être plus d'intelligence, qui sont très très transverses en tout cas. Ils n'ont pas une vision vraiment détaillée du bâtiment, qui est une vision assez partielle du bâtiment, mais par contre qui gère un patrimoine complet de bâtiment. Donc ça existe déjà. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que pour aller vraiment vers le bâtiment digital, il va falloir rajouter cette troisième couche. Cette troisième couche qui, dans le référentiel R2S de la SBA, est une couche qui est décrite par le terme couche d'infrastructure, mais dans lequel on n'a pas encore, dans lequel nous, on pense qu'il faut faire évoluer encore les choses. C'est un très bon début, mais il faut faire évoluer les choses pour l'amener vraiment non seulement, pas seulement à une gateway qui fait un transfert entre la couche terrain et puis la couche service dans le cloud, mais vraiment à quelque chose de beaucoup plus riche, qui est un vrai système d'information local, dans lequel on déploie un système d'information qui a une vision complète de tout ce qui se passe dans le bâtiment. Et aujourd'hui, pour nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que si vous regardez bien, les informations liées au bâtiment, vous en retrouvez un peu dans la gestion patrimoniale, dans la GMAO, vous en retrouvez beaucoup dans la GTB, vous en retrouvez dans les systèmes de réservation de salles de réunion, parfois dans la GED pour le DOE. Finalement, tout ça est complètement explosé dans plusieurs systèmes différents et à aucun moment, on a un système avec une vision 360 globale de ce qu'est votre bâtiment. Et ça, je dis ça vraiment, les IWMS, qui sont censés être complètement intégrés, souvent n'intègrent pas les données GTB, donc n'intègrent pas les données temps réel qui viennent du terrain. Voilà, les GTB, c'est des systèmes qui sont très riches, qui sont très compétents, qui apportent énormément de données temps réel, mais qui ont une vision très partielle. Dans un référentiel GTB, vous allez trouver les plans, les équipements actifs, mais tout le reste, ça n'est pas intégré dans la GTB parce que la GTB ne gère pas le reste. D'accord? Donc au final, vous n'avez jamais un seul système qui regroupe toutes les informations du bâtiment. Autrement dit, vous n'avez pas un ordinateur de bord complet de votre bâtiment ou une data room complète de votre bâtiment, mise à jour en temps réel, dans lequel vous pouvez cliquer, vous pouvez voir en un instant tout ce que l'état de votre bâtiment. Vous n'avez pas de jumeau numérique de votre bâtiment qui existe aujourd'hui. Et donc ce système d'information, cette couche, finalement, pour nous, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est ça qui doit être apporté dans un bâtiment digital de demain, dans un smart building. C'est ça qui reste à créer. Et à partir du moment où on a compris que c'est vraiment ça le cœur de ce qui est nouveau dans le bâtiment digital, on comprend qu'il faut aussi des nouveaux systèmes d'information et des nouvelles briques technologiques pour apporter ça. Et cette nouvelle brique technologique, c'est justement le BOSS, c'est-à-dire c'est une brique qui est capable de discuter et d'agréger des données qui sont non seulement distribuées dans plein d'autres systèmes, mais qui sont très hétérogènes. Donc je suis capable d'agréger des données qui viennent d'un très gros système qui est la GTB, ou de plusieurs gros systèmes qui sont GTB, SSI, sécurité incendie, contrôle d'accès et j'en passe. Voilà, donc d'agréger ces données et de les agréger avec des données qui sont complètement ailleurs, qui sont dans d'autres systèmes. Des données d'une GED pour le DOE numérique, des données de tickets ou de bulletins prévisionnels qui viennent plutôt de la GMAO, des données de facturation, d'occupation des espaces qui sont plutôt dans la gestion patrimoniale, etc. Et donc de rapatrier ces données dans un système d'information qui donne une vision globale du bâtiment. Voilà. Il faut ce nouveau système d'information globale du bâtiment, il travaille sur cette couche-là, et il faut une nouvelle brique qui s'appelle un BOSS. Et en fait, cette brique, vous voyez dans ce schéma-là, qu'on la compare, je vous ai dit que dans le premier tableau, on allait la comparer plutôt à des systèmes qu'on appelait des middleware GTB, et on voit bien qu'elle ne fonctionne pas au même niveau. Là, on fonctionne au niveau bâtimentaire global, alors que les middleware GTB, ils ont pour vocation plutôt à regrouper tous les silos GTB qui étaient en dessous. Donc le BOSS est différent d'un middleware GTB. De la même manière, vous allez trouver tous ces IWMS dans le cloud, qui regroupent énormément d'informations, mais qui ne sont souvent pas couplés à la GTB, et qui ont quand même une vision partielle du bâtiment. Et donc, pareil, vous voyez que le BOSS ne fonctionne pas au même niveau et que donc ce n'est pas un IWMS au sens standard du terme. Et troisièmement, le BOSS vous offre une vision globale, BIM, une vision 3D globale, parce que quand on parle de jumeaux numériques, souvent on associe ça
à une maquette 3D, c'est une partie du jumeau numérique, mais finalement, la maquette 3D ou la vision ou le superviseur BIM n'est pas non plus constitutif d'un boss parce que c'est juste un outil qui vous permet de visualiser des choses, mais ce n'est pas un outil qui permet de traiter l'ensemble des données. Donc, dans ce schéma-là, on essayait de vous montrer à quoi on allait se comparer. Donc, on dit qu'il vous faut un système d'information qui est un nouveau système d'information avec une nouvelle brique qui est le boss. Et elle a un positionnement qui est différent de la GTB et des middleware GTB, qui est différent des IWMS et des services cloud, et qui est différent des superviseurs BIM, qui sont des applicatifs qui fonctionnent au-dessus du boss. Donc, voilà pourquoi on se compare à ces trois plateformes. Et donc, parmi les critères aussi qu'on vous a donnés sur ce schéma-là, ça peut justifier d'une part que dans le BOSS ou le système d'information patrimoniale, on l'associe au bâtiment. C'est l'ordinateur de bord global du bâtiment. Et donc, qu'on peut le déployer localement pour avoir une maîtrise des données, un déploiement local, et qu'il doit avoir une vision 360. Et ça, c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique. Peut-être de zoomer sur sur la couche intermédiaire, donc la couche bâtimentaire. Ici, je n'ai pas représenté la couche cloud et je n'ai pas représenté la couche terrain, pour essayer de vous montrer concrètement ce qu'est ce système d'information bâtimentaire. Finalement, ce système d'information bâtimentaire, c'est un système qui sera se connecter d'une manière ou d'une autre avec les informations terrain qui viennent de tous les systèmes GTB, middleware GTB en dessous. Il sera se connecter avec tous les services cloud via des API gateway, mais qui apporte aussi de l'intelligence locale en apportant des modèles de données locaux, en apportant de l'intelligence et de l'analyse locale, en apportant des services locaux d'hypervision, et tout ça structuré autour d'un système d'information intelligent avec un cœur de plateforme qui a trois compétences cœur. La gestion d'une base de données orientée objet, donc de modèles de données, très fins. La gestion du jumeau numérique, donc c'est comment je vais coupler, je vais créer des liens complets entre l'ensemble des informations pour comprendre, pour contextualiser l'ensemble des informations l'ensemble des informations hétérogènes qui viennent de l'ensemble de ces sources d'informations, et comment je vais orchestrer l'ensemble des systèmes, c'est-à-dire que quand j'ai une donnée qui vient d'un système, je suis capable de la pousser et de demander au système de faire une action qui me renvoie une donnée pour ensuite la renvoyer à un autre système, donc vraiment d'être le cœur et le maître de l'ensemble de ce système d'information. Et donc ça essaie ce slide-là, il a pour vocation à expliquer finalement deux critères. D'une part, quand on vous décrit que le BOSS, c'est le cœur du système d'information, le système d'information, c'est plus large que le BOSS, c'est un ensemble d'applicatifs, d'API, de modèles de données, de connecteurs, etc. Et le BOSS, c'est le cœur de système qui a pour vocation à orchestrer tout ça. Et que c'est un système justement d'orchestration parce que c'est pas simplement je me connecte et je fais des choses, c'est je me connecte, je fais des choses, mais j'agis aussi en retour et je demande des actions en retour parce que tout ça, on doit l'automatiser. Voilà, donc ces trois slides que je viens de vous montrer, ils ont pour vocation à vous expliquer qu'on a besoin d'un nouveau système d'information, que le BOSS, c'est ce cœur de système d'information, et à justifier le fait qu'on se compare à des IWMS, à des systèmes, des middleware GTB, et à des hyperviseurs 3D, mais qu'on n'est pas un IWMS, on n'est pas un middleware GTB, et on n'est pas un hyperviseur 3D. Tout ça, ce sont des applicatifs, des services qui tournent autour du BOSS. Alors maintenant, je vais essayer d'aller un petit peu plus dans le détail et d'aller, je vous ai dit que le BOSS était le cœur du système bâtimentaire, mais d'aller vous expliquer un petit peu plus dans le détail ce qu'on entend aussi par jumeau numérique et par les données qui doivent être gérées. On a vu qu'un gros point dans le tableau, si je reviens au tableau ici, un gros point, c'est le BOSS, ça gère un jumeau numérique. Et ça, c'est un gros point parce qu'on a mis plein de modèles de données ici. Donc je vais essayer de passer un tout petit peu de temps ici pour vous expliquer pourquoi finalement, le BOSS doit être capable de gérer toutes ces données, mais les autres systèmes, ce n'est pas forcément leur métier. Et donc, pourquoi c'est un système différent et qu'est-ce que c'est que ce jumeau numérique? Une grande thématique de la SBA, du bâtiment digital au sens large, c'est les aspects transverses. C'est le fait qu'on doit désiloter tout ça. Donc là, dans ce slide, ce que je vous montre, c'est voilà l'état actuel à peu près. Alors, l'état actuel des systèmes d'information dans le bâtiment. On a plusieurs systèmes d'information. Donc, je peux avoir la gestion patrimoniale, la GMAO, le room booking, le système de sécurité incendie, la GTB, la JET. Donc, chacun des quartiers ici, c'est un système d'information. Et si ces systèmes d'information, si on va un petit peu plus dans le détail, chacun de ces systèmes propose des services. Donc, c'est la couche bleue.
propose des modèles de données spécifiques dont il a besoin. Si je prends la GMAO, pour fonctionner, une GMAO, elle a besoin de décrire ce qu'est un ticket, ce qu'est un bulletin prévisionnel, ce qu'est un stock, ce qu'est un objet aussi, ce qu'est un équipement. Et chacun de ces systèmes d'information propose des services, a des modèles de données et a un référentiel partiel du bâtiment. Donc, être obligé, puisqu'on fonctionne sur un asset physique qui est un bâtiment, de décrire un référentiel bâtimentaire qui va être bâtiment, étage, zone et équipement qui m'intéresse à l'intérieur. Par contre, tous ces référentiels dans ces systèmes qui sont silotés, qui sont spécifiques, sont partiels. Pourquoi? Parce que si je prends la GTB, son référentiel, dans la supervision, elle doit avoir un référentiel bâtiment, étage, équipement actif. Par contre, la GTB gère les équipements actifs, ne gère pas des tickets de GMAO, donc elle ne sait pas ce qu'est un ticket GMAO. Elle ne sait pas ce qui est du mobilier, parce que ce n'est pas un équipement actif. Voilà, elle ne sait pas ce qu'est un mur, parce que ce n'est pas un équipement actif. Autrement dit, elle a un référentiel bâtimentaire, mais qui est partiel. Voilà. Et donc là, ce qui est représenté dans ce slide-là, c'est que vous avez dans le bâtiment beaucoup de systèmes d'information qui marchent en silo, qui ne sont pas connectés. Aucun ne propose une vision cohérente globale du bâtiment, chacun propose une vision partielle du bâtiment. Et il n'y a pas de système d'information bâtimentaire, donc pas de boss dans ce système-là, et chacun propose aussi ses modèles de données spécifiques. Mais par contre, tous ces systèmes sont importants pour gérer un bâtiment qui est un asset très complexe. Alors là-dedans, il y a des systèmes qu'on appelle des middleware GTB, que nous on appelle des middleware GTB. Donc, il y a des middleware, on n'a pas inventé le terme, hein, ça existe depuis très longtemps, et il y a des plateformes qui sont des middleware GTB. Par rapport à ce schéma-là, concrètement, si j'essaie de passer rapidement d'un schéma à l'autre, vous voyez qu'un middleware GTB, finalement, ce sont des middleware très compétents, et ce sont des plateformes qui ont pour vocation à gérer finalement tous les systèmes qui ressemblent énormément à la GTB. C'est-à-dire tous les systèmes qui gèrent des alarmes, des time series, et qui ont besoin d'un référentiel d'objets actifs dans le bâtiment. Donc on va parler du SSI, on va parler du contrôle d'accès, etc. Effectivement, il y a pas mal d'entreprises depuis longtemps, des grosses entreprises du bâtiment, des Schneider Electric, Honeywell, Siemens, Tridium, etc., qui ont mis en place des plateformes, ABB, voilà, qui ont mis en place des plateformes qui proposent toujours un référentiel partiel du bâtiment, un référentiel d'objets actifs, qui gèrent toutes les données, qui gèrent la GTB et qui proposent plusieurs services finalement au-dessus. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que ces services, ils avaient besoin des mêmes typologies de données. Donc on pouvait proposer un middleware qui gère ça. Mais encore une fois, ça reste des middleware qui vont gérer une typologie de données du bâtiment, qui sont les données GTB ou les typologies de données ressemblant à la GTB, voilà, mais qui n'ont pas vocation à gérer toutes les typologies de données très très hétérogènes qu'on trouve dans d'autres systèmes d'information. Et donc, c'est une richesse en plus, mais ça n'est pas un boss, au sens où nous on l'entend. Alors, là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un boss? Le boss, c'est le système c'est le système qui va permettre de mutualiser, de comprendre et d'avoir un référentiel commun. Donc là, on arrive sur des systèmes dans lesquels on n'a pas réellement de vision commune encore, on n'est pas connecté. Maintenant, vouloir se connecter. Dans l'ancien webinar, pour se connecter, on avait deux méthodes. On avait la connexion par SpaghettiWare et la connexion par middleware. Donc SpaghettiWare, c'est ce que je vous présente juste après. Donc c'est comment maintenant je vais commencer à connecter tous mes différents systèmes. Et middleware, c'est comment je vais rajouter une nouvelle plateforme au milieu, donc créer un nouveau système d'information. On va commencer par le SpaghettiWare. Le SpaghettiWare, c'est la vision, on va dire, qui est peut-être la plus simple à mettre en œuvre au début. C'est celle qui est facile. En gros, j'ai plein de systèmes qui marchent en silo les uns à côté des autres, qui proposent tous leurs services, leur modèle de données, leur référentiel bâtimentaire. Et puis, je vais commencer à essayer de faire quelque chose de simple. J'ai plein d'entreprises qui sont spécialisées et qui commencent à ouvrir des API, donc qui peuvent faire des connecteurs pour qu'on puisse récupérer les informations qui viennent de leur système et les envoyer à un autre système. Et donc, on ouvre des API et puis on essaie de faire des connecteurs 2 à 2 pour venir connecter les systèmes les uns avec les autres et puis essayer de faire du rapprochement de bases de données. Alors, dans ce système-là, alors ça fonctionne, mais au fait, c'est très complexe et surtout, ça peut vous paraître étrange ce que je vais vous dire, mais ça veut dire que quand on fait ça, on n'a pas défini de système d'information bâtimentaire. On a juste essayé de connecter 2 à 2 un ensemble de systèmes qui ne marchaient pas ensemble hier. Voilà.
Et donc là, dans ce cadre-là, ça veut dire que quand j'ai 8 systèmes, si je veux tout connecter, je me retrouve avec 32 connecteurs. J'ai pas de vision cohérente du bâtiment. J'ai toujours aucun système qui a une vision globale et complète du bâtiment. Ils ont tous chacun leur vision partielle. Par contre, ils peuvent échanger des données avec les autres. Autrement dit, dans cette vision-là, je suis resté avec ce que j'avais. J'ai pas créé de nouvelles briques. Voilà. J'ai juste créé des nouvelles connexions ou enrichi chacune des briques pour qu'elles puissent se connecter via des API. Mais j'ai pas créé de nouvelles briques. Et ça veut dire que j'ai pas créé de système d'information bâtimentaire. Là, on va arriver dans un deuxième stade où, concrètement, on va arriver, nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et aller beaucoup plus loin, ça veut dire accepter de créer un nouveau système qui va finalement simplifier les choses. Il va simplifier les choses parce qu'il va vous apporter une vision très cohérente de ce qu'est un bâtiment dans son ensemble. Autrement dit, si je compare par rapport au SpaghettiWare, maintenant je veux commencer à connecter, mais en mettant de l'intelligence dedans et en créant cette nouvelle plateforme qu'on appelle le BOSS, qui va constituer vraiment le cœur d'un nouveau système d'information bâtimentaire. Et si vous comparez les deux schémas, dans les deux schémas, ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, le BOSS, ça va être l'outil qui va essayer d'avoir une vision globale, unifiée de l'ensemble du bâtiment. C'est pas une GMAO, c'est pas un système de gestion patrimoniale, c'est pas des applis pour les occupants, un système de route booking, mais c'est pas un système de GTB. Non, c'est un système cœur qui a pour vocation à, si vous comparez les deux schémas, à venir finalement prendre tous ces référentiels partiels et à venir mutualiser tous les référentiels partiels pour faire un référentiel global de données du bâtiment, ce qu'on appelle le jumeau numérique du bâtiment, et qui, ce référentiel global, va essayer de le fournir et de l'échanger avec tous les autres systèmes pour qu'enfin, on puisse avoir une vision cohérente du bâtiment. Et donc, le BOSS, c'est une nouvelle plateforme. Ce n'est pas une évolution d'une plateforme existante, c'est une nouvelle plateforme du bâtiment qui a un objectif, c'est de travailler au cœur du système d'information bâtiment, de gérer le jumeau numérique du bâtiment. Et donc, gérer le jumeau numérique du bâtiment, c'est-à-dire gérer ce qui est en rouge là, tous les modèles de données, être capable d'avoir une vue et de comprendre tous les modèles de données spécifiques qui viennent des différents systèmes d'information pour les mutualiser et les agréger entre elles, et ensuite qui va permettre de communiquer avec ces différents systèmes pour dire, bon, bah, de ma GTB, je reçois des alarmes qui sont associées à cet équipement dans le référentiel commun. Il se trouve que sur cet équipement, je peux lui aussi lui associer des tickets. Et donc, à partir d'un ensemble d'alarmes sur cet équipement, je vais pouvoir générer un ticket sur ma GMAO parce que non seulement je sais ce qu'est une alarme ou une série d'alarmes et je sais ce qu'est un ticket, mais en plus, je sais qu'elles sont reliées au même objet qui a un identifiant unique et qui est un objet qui appartient au jumeau numérique du bâtiment. Voilà. Et donc, ce nouveau système, si on le met en place, ce BOSS, il va être constitutif d'un SIB, système d'information bâtimentaire. C'est un middleware, effectivement, mais c'est un middleware qui a pour vocation à gérer le système d'information bâtimentaire et pas la GTB. Voilà. Il contient quoi? Il contient une représentation cohérente du bâtiment. Et grâce à ça, en plus, on va simplifier le système d'information globale parce qu'au lieu d'avoir 32 connecteurs à réaliser pour connecter ces différents systèmes, et encore là, j'en ai mis que 8, je suis gentil, on va voir que 8 connecteurs à réaliser parce que lui, ensuite, va se charger de la connexion des données entre les différents systèmes. Et si encore je vais essayer de comparer avec un middleware GTB, c'est ce que je vous ai mis juste dans le slide suivant. Donc, vous voyez que c'est différent du middleware GTB. Le middleware GTB a pour vocation à traiter des données, des time series, des alarmes, des calendriers pour la GTB et un référentiel partiel GTB. Donc, c'est un middleware qui est très riche, qui est très important, mais qui n'est pas un BOSS. Et le BOSS est complémentaire. Nous, quand on a un middleware GTB, on a fait un déploiement il y a assez récemment pour GSE, où on avait une douguette bébé en dessous. On a aussi fait un déploiement avec Schneider Electric dans lequel il y avait EcoStructure. Finalement, ça, ce sont des middleware GTB qui sont très compétents, qui gèrent pas que de la GTB, qui gèrent beaucoup, beaucoup plus de choses. Et par contre, ils gèrent des données qui sont des données ressemblant énormément à la GTB et un référentiel qui est un référentiel ressemblant à celui de la GTB. Voilà. Donc, le BOSS, même si on a un middleware GTB, finalement, si vous enlevez ce middleware GTB ou si vous enlevez la GTB, vous aurez quand même besoin d'un BOSS pour faire autre chose, pour coupler la GMAO avec la GED, avec la gestion patrimoniale, avec les applis occupants, avec le room booking, même dans un bâtiment dans lequel il n'y a pas besoin de GTB. Par contre,
quand vous avez un bâtiment avec un middleware GTB, ça n'est pas constitutif d'un système d'information bâtimentaire parce que ces middleware GTB ne gèrent pas les tickets, ne gèrent pas les factures, ne gèrent pas les applis occupants, etc. Par contre, ils vous ouvrent des API qui vous permettent d'aller récupérer ces données. Et donc, c'est à vous de constituer votre système d'information au-dessus. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de vous donner une comparaison. Je pourrais faire la même chose avec les IWMS les IWMS, on va dire, c'est un regroupement entre de la GMAO, de la gestion patrimoniale, c'est quelque chose de plus large. On regrouperait des compétences qui sont équivalentes dans la gestion patrimoniale et dans la GMAO, et on ferait un connecteur entre le BOSS et ça. Mais par contre, comme ces IWMS ne gèrent pas les données GTB, vous auriez toujours besoin de faire un lien, faire un relais entre les deux. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'étape. Le BOSS, qu'est-ce qu'il permet de réaliser? Alors, je vais passer très très rapidement dessus et surtout donner la main à Edouard d'EDF, qui est un utilisateur, qui est vraiment quelqu'un qui vient de la gestion des données et qui va pouvoir vous présenter un petit peu sa vision de pourquoi lui, c'est important de mettre en place un BOSS et ce qu'il en cours sur un de nos sites en interne à EDF, sur un bâtiment tertiaire, sur la ville de Nanterre, voilà le bâtiment Picasso. Donc, très rapidement, d'un point de vue contexte, de mon côté, moi je suis chargé de mission valorisation de la donnée au sein de la Fabrique EDF, qui est une entité groupe transverse en charge de la transformation digitale des métiers. D'un point de vue profil, voilà, je travaille depuis 15 ans dans l'IT, donc d'abord au sein d'Orange France Télécom, puis donc EDF depuis 2010 sur différents domaines, que ce soit de la production informatique, du projet et également donc du management. Un peu plus dans le détail, donc ces 3 dernières années, à travers ce rôle de chargé de mission valorisation de la donnée, j'ai travaillé au déploiement d'un écosystème Big Data au sein d'EDF, en particulier à travers le déploiement d'infrastructures Hadoop, via des distributions Hortonworks. J'ai également mis en place un data lab en charge de l'accompagnement des métiers qui embarquait donc des compétences de type data scientist, data analyst, chef de projet et dev web, et également donc le déploiement d'un outillage mutualisé permettant donc d'accélérer les démarches de valorisation de la donnée. Donc data visualisation, type tableau, et également donc data science avec des produits comme Jupyter. Voilà. Et donc plus spécifiquement, depuis 12 mois, je travaille sur le sujet Smart Building en étant initialement partie d'une démarche orientée IoT plus BIM qui nous a conduit, je dirais, assez naturellement à aborder ce sujet du Smart Building dans toutes ses composantes, mais je dirais essentiellement dans sa composante numérique et digitale. Alors, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, ça, je pense que c'est un constat effectivement qui est partagé par à peu près tous les acteurs du bâtiment. Le déploiement de nouveaux services digitaux, effectivement, s'accélère assez fortement au sein du bâtiment. On a commencé historiquement, à travers les phases de conception, de réalisation et d'exploitation du bâtiment, à travailler sur des fonctionnalités de type GTB et GMAO. Assez rapidement, à ces fonctionnalités de base sont venues se greffer des fonctionnalités de type services liés à la sécurité, donc tout ce qui est incendie, température, etc., etc. On y a intégré par la suite les notions associées, je dirais, à la maîtrise énergétique des bâtiments, à leur optimisation énergétique. Et puis, on est de plus en plus aujourd'hui sur le déploiement de services, donc à destination des exploitants, des occupants, mais également donc des propriétaires, sur des use cases associés donc à la gestion des espaces. Typiquement occupation des salles de réunion, flex office, open space. Puis on est également globalement sur des services aux occupants, en particulier santé, sécurité et bien-être, avec des notions de services type conciergerie, mobilité et autres. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est vraiment sur une explosion un petit peu de ces services et donc des applicatifs et des données associées. Ce qui pose un vrai problème, c'est le vrai problème étant de quelle manière on arrive à gérer et à apporter une solution qui permettra de manière simple de déployer et exploiter ces services au sein d'un bâtiment. Alors, traditionnellement, il faut avoir en tête qu'au sein du bâtiment, auparavant, les nouveaux services qu'on évoquait, au cours de leur émergence, se retrouvaient connectés en point à point. En interne, en particulier à EDF, chez nous, on gère par exemple aujourd'hui la réservation des salles de réunion avec Outlook, on a une gestion documentaire sous SharePoint, on a des bases DOE, c'est-à-dire des dossiers d'ouvrages exécutés, qui sont en fait les dossiers que doivent produire nos intervenants lorsqu'ils prennent en charge par exemple le déploiement d'une nouvelle salle de réunion, ou une intervention, je dirais, spécifique sur telle ou telle infrastructure du bâtiment. On a évidemment des plans d'architecture en 2D, visio, puis on a des applications spécifiques, comme par exemple Pilotimo, qui est une application de GMAO,
permettant de signaler par exemple une intervention nécessaire de ménage, permettant de signaler un dysfonctionnement logistique en termes de fenêtres, etc., etc. Puis on a également par exemple une application qui s'appelle Ulysse chez nous et qui est en fait utilisée pour la gestion de toutes nos solutions sur site multimédia. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que traditionnellement, l'ensemble de ces services au sein d'un bâtiment sont complètement isolés, complètement étanches. Et lorsqu'on souhaite engager des interactions entre ces différents référentiels, on n'a pas le choix que de faire de la connexion point à point. Donc assez rapidement, on se retrouve dans une logique de spaghettiware, c'est-à-dire au plus on va avoir de partenaires, d'acteurs du système, de services partenaires, au plus on va avoir effectivement un nombre important de connecteurs à implémenter. Puis mathématiquement, la complexité globale du système va croître de manière exponentielle, avec une maintenance et une mise en cohérence de ces référentiels qui vont être très chers et très difficiles, voire quasiment impossibles au-delà de 10 systèmes. Donc, en opposition à cette approche un petit peu traditionnelle et assez limitée finalement, ce qu'apporte un boss, c'est la chose suivante, c'est la capacité à se positionner d'un point de vue déjà middleware au milieu de tous ces services partenaires, de tous ces acteurs, de ce que je vais appeler moi des satellites. Et à travers ce positionnement d'un point de vue middleware, on va finalement disposer d'un nombre limité de connecteurs à implémenter, à maintenir, d'une centralisation et d'une unification des données au sein d'une modélisation unique du bâtiment qui sera le jumeau numérique et qui va reprendre tous les actifs numériques du bâtiment. Et enfin, d'une maintenance simple qui sera de toute manière assez aisée, même pour un grand nombre de systèmes partenaires, des fameux satellites que j'ai évoqués. Donc ça, c'est un petit peu l'essence du boss, c'est cette capacité, le Building Operating System, à se positionner au milieu d'un écosystème, et donc en particulier dans limiter fortement la complexité. Alors, l'objectif de notre expérimentation que l'on a menée donc, sur notre site de Nanterre Picasso, qui est un site donc d'environ 40 000 mètres carrés, qui héberge environ 2500 à 3000 personnes. Il faut avoir en tête que, déjà, premièrement, nous, ce qui est important pour nous, c'est être capable de créer un référentiel commun de gestion des actifs du bâtiment qui serait valable pour l'ensemble de tous nos métiers, c'est-à-dire disponible pour un parc immobilier élargi et réparti sur l'ensemble du territoire français, voire à l'international. Alors à ce propos, nécessairement, ce référentiel se doit d'être déjà facile à mettre à jour, car très évolutif, accessible par et pour tout métier. Je le répète, on est sur une modélisation unique et un jumeau numérique du bâtiment. Donc différentes sources de données vont être utilisées pour peupler ce référentiel, cette modélisation unique. Simplement, les propriétaires de ces données ne vont pas forcément souhaiter que d'autres entités puissent accéder à telle ou telle donnée, un peu pas forcément, qui pourrait être plutôt, je dirais, confidentielle. Donc il faut qu'on soit aussi capable de gérer des accès à ce référentiel unique spécifique par acteur. Ce référentiel doit également être évolutif. Tout nouveau use case va nécessiter de travailler, de collecter, de valoriser des nouvelles données. Donc à ce propos, il est important qu'on soit dans une logique où il va être facile et aisé de collecter des données, de les agréger et ensuite de les valoriser au sein de ce référentiel. Peu coûteux, évidemment. Alors reproductible parce qu'il va être question de pouvoir toucher un parc immobilier élargi, qu'il soit tertiaire ou industriel. Interopérable dans le sens où il va s'intégrer à un système d'information déjà déployé. Puis enfin, moteur de use case, ça c'est un point important. Le référentiel, il n'est pas simplement là pour centraliser les données. Il est d'abord et avant tout là pour faciliter la création de use case et le déploiement de nouveaux services, je dirais, de manière facilitée. Donc nous, l'objectif de notre projet, de notre expérimentation sur le site de Picasso, ça a été donc de valider la pertinence de cette vision en effectuant une expérimentation en contexte donc tertiaire sur la base d'une architecture centralisée qui allait combiner donc ce fameux référentiel commun sur base de jumeaux numériques, un middleware de gestion des processus compatibles temps réel, interopérable et dynamique, et puis enfin donc un service d'intégration et d'opération de la plateforme au sein d'un écosystème déjà en place. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail technique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut être assez vigilant parce que pas mal nous, on a pu à travers aussi notre R&D, une veille technologique assez constante faite maintenant depuis plusieurs années sur le sujet. On a pu toucher du doigt qu'aujourd'hui, la notion de BOSS, de Building Operating System, elle est un petit peu adressée à toutes les sauces. Nous, de manière simplifiée, synthétique, le BOSS pour nous, c'est vraiment à EDF la plateforme logicielle cœur nécessaire à l'industrialisation de la démarche de digitalisation du bâtiment. Et à ce titre,
permettre à un boss doit comporter pour nous, suivant notre vision, à minima les fonctions suivantes. Déjà, premièrement, une AEP, c'est-à-dire une Application Enablement Platform, qui va combiner donc un SDK, donc un Software Development Kit et des API, ouvertes et documentées, qui vont permettre donc le développement d'applications, l'enrichissement de modèles de données et la connexion avec des systèmes tiers, tout ça de manière aisée, peu coûteuse et rapide dans le temps. Le deuxième point important, le deuxième pilier, je dirais, c'est la notion de base de données graph distribuée. Cette base de données graph, elle va permettre en fait d'implémenter le référentiel unique, le jumeau numérique du bâtiment, tout ça de manière compatible temps réel et également batch, pour obtenir une description précise de tous les actifs du bâtiment et en particulier les données provenant des objets connectés. Il faut savoir que la notion de BIM finalement ce n'est qu'un sous-ensemble de ce que pourra faire la base de données graph distribuée. Par contre, le fait de pouvoir faire du BIM est intégralement dépendant de cette base de données donc distribuée. Le troisième pilier pour nous, c'est un système d'orchestration des applications. On l'a vu, le SI du bâtiment, c'est un système d'information qui comporte traditionnellement énormément de services et d'acteurs et de partenaires différents. Ces systèmes d'information partenaires vont avoir des constantes de temps différentes dans le temps, très hétérogènes. On peut avoir des SI qui vont être quasi temps réel, d'autres SI qui vont être beaucoup plus liés à du reporting ou de la consolidation de haut niveau à des fréquences de temps très, très basses. Il faut qu'on soit capable, au sein du jumeau numérique, du référentiel unique, d'orchestrer et de mettre en cohérence l'ensemble de ces référentiels. Donc c'est important qu'on ait donc justement une synchronisation des données modifiées, une gestion des événements intégrés à cet écosystème qui va permettre in fine donc d'orchestrer l'ensemble de tous les processus applicatifs, analyse, pilotage, distribués dans les différents systèmes du bâtiment. Quatrième pilier, c'est un système de gestion des droits. J'en ai parlé. Qui dit modélisation unique dit évidemment concentration de toutes les données au sein d'un écosystème restreint. À partir de là, on va avoir mélange de données avec des niveaux de confidentialité qui sont différentes. Encore plus derrière, si on commence à agréger dans le bâtiment des données liées aux occupants, typiquement pour leur apporter des services un petit peu individualisés. On aura donc derrière des sujets liés à la GDPR qui seront prégnants et qui devront donc être intégrés. À partir de là, il est important d'avoir un système de sécurité et de gestion des droits performant qui nous permettra de gérer tout ce qui est contrôle d'accès aux données du jumeau numérique pour les différentes applications, les différents partenaires. Et puis enfin, donc, un boss doit être capable d'être déployé localement pour gérer les aspects donc temps réel, la confidentialité des données, la résilience des systèmes et la gestion des flux de données, et puis également donc être capable d'apporter des services locaux qui peuvent être critiques ou pas. Je pense en particulier à un hôpital. Et ce, finalement, indépendamment de l'accès, finalement, potentiellement à un SI centralisé en data center. Alors, on l'a vu, la fonction principale du boss, c'est vraiment faciliter, accélérer et organiser le développement, le déploiement et l'usage d'applications digitales dans le bâtiment. Le boss, finalement, il transforme le bâtiment en une plateforme de services digitaux à travers spécifiquement cette capacité à implémenter un jumeau numérique qui va embarquer tous les actifs du bâtiment, quel qu'il soit. D'un point de vue positionnement technique, idéalement, un boss se positionne de la manière suivante. Il est déployé individuellement sur un bâtiment. En fait, ce positionnement va lui permettre déjà de pouvoir adresser et intégrer toutes les infrastructures bâtimentaires traditionnelles de type GTB, CVC, etc., présentes sur le bâtiment, y compris IoT, équipements multimédia, etc. Permettra donc ensuite, une fois déployé sur le bâtiment, d'agréger et de remonter des données à des fins de type analytics, par exemple, sur une plateforme centralisée de type cloud, spécifiquement patrimoniale, donc qui permettra de gérer des multi-bâtiments. Donc le boss est bien déployé localement, idéalement. Après, dans certains cas, je dirais, où le boss n'a pas à adresser d'enjeux spécifiques de latence très faible sur site, et où la majorité, ou je dirais la totalité des sources de données intégrées dans le jumeau numérique proviennent du SI centralisé, et où typiquement il n'y a pas encore d'interaction très, très franche avec l'occupant en particulier, on peut envisager donc une intégration dans un SI centralisé en mode on-premise, en data center ou même en mode cloud si c'est nécessaire. Voilà. Mais je dirais la disposition, l'architecture la plus pertinente, la plus équilibrée, c'est bien l'architecture Edge Computing qui va donc embarquer le boss sur le bâtiment et qui va derrière après donc se mettre en relation avec le SI centralisé qui sera lui donc en data center ou en mode cloud lorsque c'est possible. Alors au niveau des use cases retenus, parce que c'est également ça quand même le point important.
Nous, au sein de la DSIT, ce qui était important pour nous, à travers cette approche un petit peu innovante, un petit peu en rupture avec ce qui était fait traditionnellement dans le monde du bâtiment, on a souhaité d'abord gérer nos propres problématiques en tant qu'opérateur IT groupe. Et ce qu'on a aujourd'hui comme problématique, c'est qu'on a des difficultés, je dirais, de maintenance et de bonne qualité de service sur l'ensemble de nos matériels de type imprimante multifonction, répartis dans tous les sites EDF en France, hein, donc quand même on est sur des volumes d'environ 2 à 3 millions de mètres carrés pour le tertiaire. Beaucoup d'équipements répartis dans toute la France en particulier. Et donc, clairement, voilà des vrais sujets de disponibilité, des vrais sujets de bonne information des utilisateurs pour les orienter vers le bon mopier fonctionnel qui a les bonnes caractéristiques, typiquement couleur ou noir et blanc, A3 ou A4, etc., etc. Driver ou pas de driver, disponible sur le poste de travail de l'occupant. Puis également, donc, tout ce qui concerne en particulier sa maintenance, que ce soit en termes de fournisseurs directement, que ce soit en termes d'infogérants, le traitement des incidents, approvisionnement des consommables, etc., etc. Ce use case, il est finalement assez intéressant parce qu'il intègre différentes choses. Premièrement, être capable d'apporter une meilleure information géographique de la position du mopier qui va bien pour les occupants, enfin pour un occupant dans un bâtiment qui a un besoin bien spécifique sur des caractéristiques bien particulières de mopier, typiquement un format A3, couleur, etc., etc. Donc on va devoir déjà croiser la notion de disponibilité des mopiers, du positionnement géographique de l'occupant qui fait la demande, positionnement géographique du mopier concerné, et enfin de ses bonnes caractéristiques techniques. Tout ça pour apporter la meilleure réponse au niveau du choix de mopier que l'on peut suggérer donc à un occupant qui en fait la demande. Le deuxième point intéressant, c'est l'interconnexion avec le système d'information fournisseur ou infogérant, qui sont donc traditionnellement des systèmes d'information qui ne sont pas hébergés dans les systèmes d'information EDF. Donc c'est la capacité, par exemple, pour un fournisseur à être informé en temps réel du dysfonctionnement d'un mopier ou d'un besoin donc de réapprovisionnement en consommable, toner ou autre. Le déclenchement au sein du SI, donc du partenaire, du fournisseur, d'une demande d'intervention, tout ça de manière automatique, pilotée par le boss. Et ensuite, donc, l'interaction entre le système d'information du fournisseur et notre système d'information, par exemple, gestion d'accès bâtimentaire sur site. Tout ça, donc, interconnecté par notre Building Operating System pour permettre, en fonction de l'arrivée du fournisseur sur site, son accès de manière automatisée à notre espace, au niveau par exemple des contrôles d'accès, au niveau des badges, etc., etc. Voilà, donc on est vraiment sur un use case relativement simple, mais finalement qui d'un point de vue technique est assez illustratif de ce que peut permettre le boss, c'est-à-dire l'interco entre une remontée SNMP provenant des dysfonctionnements temps réel des mopiers, un positionnement géographique du mopier par intégration donc d'un objet BIM mopier au sein de la maquette 3D du bâtiment, une géolocalisation d'un occupant qui a un besoin d'un mopier spécifique pour lui suggérer quel est le mopier à utiliser pour lui le plus pertinent dans le bâtiment, et enfin donc l'interco avec un SI externe, fournisseur ou infogérant, qui permettra donc de faciliter et d'automatiser l'intervention de l'acteur externe au sein de notre bâtiment pour gérer tout ce qui est incident ou remplacement de consommables. Le deuxième use case que l'on a engagé, c'est le use case lié à tout ce qui est occupation des espaces. Donc sur le site de Nanterre Picasso, on est sur un bâtiment aujourd'hui qui est en flex office, avec donc des salles de réunion en particulier qui sont réservables, sachant que les espaces de travail, les open space, eux, ne sont pas réservables. Donc c'était important pour nous également de pouvoir apporter de la visibilité de temps réel sur cette occupation des espaces. Alors déjà au niveau des open space, être capable de faire de la mesure de l'occupation, sachant qu'aujourd'hui on est sur une direction qui fait du télétravail, qui est donc en flex office, avec donc un élément important pour la direction de l'immobilier groupe de factualiser un petit peu, de quantifier réellement l'occupation réelle des espaces de travail. Au niveau de l'occupation des salles de réunion, la capacité est toujours pareil, avec en plus une direction qui fait du télétravail, de ne pas réserver des salles de réunion a priori pour rien, qui se retrouveraient bloquées et finalement pas occupées. Parce que par exemple, au cours d'une réunion qui était prévue 2 semaines à l'avance, on a réservé une salle et puis finalement on s'est rendu compte que cette réunion, in fine, on allait pouvoir la faire en audio à l'instant T, le jour J. Par contre, la réservation, très souvent, elle n'est pas évidemment annulée. Globalement, la réunion se tient en audioconférence. Et donc voilà, cette capacité à aussi pouvoir factualiser réellement l'occupation de la salle de réunion et par exemple libérer la salle si elle n'est pas réellement occupée au bout de 5 à 10 minutes après le début de la réunion. Donc pour ça, nous, on a travaillé sur l'interconnexion de notre Building Operating System avec tout l'écosystème de notre partenaire Sharing Cloud, qui aujourd'hui est notre partenaire externe donc de gestion des salles de réunion. Voilà. Donc il était question de créer un connecteur avec leur écosystème.
Et demain, ça nous permettra d'intégrer en temps réel au sein de notre jumeau numérique l'occupation réelle des salles de réunion. Voilà, je vous dis à travers la remontée d'informations provenant donc d'un système d'information partenaire qui lui gère directement tout ce qui est matériel multimédia au sein des salles, dalles d'affichage en entrée de salle permettant de valider ou pas la prise réelle de la salle une fois la réservation faite en début de réunion, etc., etc. Voilà les 2 use cases que l'on a engagés, qui sont en cours de réalisation, et puis 2 autres use cases. Donc un premier use case qui est lié à tout ce qui est optimisation énergétique de notre bâtiment. Donc pour ça, on va engager la connexion à la GTB du bâtiment, qui est en cours de remplacement, que l'on va bientôt donc connecter. Et puis enfin, donc un deuxième use case qui lui est orienté confort occupant. Donc pareil, des use cases un petit peu, je dirais, exploratoires, mais qui nous permettent, dans le cadre de cette expérimentation, finalement de valider leur pertinence, d'évaluer leurs difficultés techniques d'implémentation, et donc derrière d'évaluer leurs difficultés de déploiement généralisé sur l'ensemble des bâtiments nationaux, si jamais ils sont validés. Et puis également de valider leur pertinence également financière, dans le sens où chaque use case doit quand même malgré tout apporter de la valeur ajoutée, y compris financière, d'un point de vue ROI globalement, lors de sa phase de déploiement, une fois le test et sa pertinence, je dirais, validée. Sur la partie confort occupant, différents sujets. Interaction avec le restaurant interentreprise pour par exemple proposer une meilleure gestion de l'attente au niveau des caisses, avec du temps réel et pourquoi pas de la prédiction. Pourquoi pas faire également de l'optimisation de contrat, c'est-à-dire être capable de remonter au niveau du prestataire responsable de ce restaurant interentreprise une meilleure prédiction du nombre de couverts chaque jour, tout ça sur la base de l'occupation réelle des espaces de travail que le boss nous permettra donc de quantifier. Travailler sur toutes les notions de parking, déjà d'un point de vue disponibilité, y compris place pour les véhicules électriques et toute la partie use case liée au chargement et à la disponibilité des bornes de chargement pour ces véhicules électriques. Gestion des multiples entrées, pourquoi pas gestion des véhicules squat, les véhicules qui restent des semaines durant dans le bâtiment parce que certaines personnes les prennent pour du parking, etc., etc. Voilà. Donc nous, ce qu'on a souhaité à travers cette expérimentation, ça c'est un point important, c'est finalement valider et tester la pertinence des services, tant d'un point de vue capacité technique à être implémenté dans un contexte donc, de Building Operating System, que d'un point de vue pertinence finalement business, financière, ROI. Voilà. Ce bâtiment a vocation à devenir un laboratoire un petit peu pérenne du boss Spinalcom et du test au fil de l'eau de nouveaux services, un petit peu en mode agile, en cycle agile. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois qu'un service est testé, après finalement, on décide de sa pertinence en faisant un REX approprié, et on décide ou pas de sa généralisation sur l'ensemble de notre parc immobilier. Voilà un petit peu la logique que l'on suivra dans le cadre de cette expérimentation. Alors, en conclusion, très rapidement, pourquoi donc le boss Spinalcom? Déjà, premièrement, nous on a la conviction EDF que Spinalcom c'est la solution qui aujourd'hui est la seule à embarquer un jumeau numérique du bâtiment qui va être capable d'intégrer toutes les sources de données dont on a besoin, que ce soit les sources de données bâtimentaires traditionnelles, GTB, LX, CVC, que ce soit les sources de données liées à de l'IoT, qu'elles soient en gateway opéré ou gateway privé. Toutes les sources de données liées à l'occupant, donc tout ce qui est quantified self, tout ce qui est application smartphone personnel, qui vont permettre donc de remonter de l'info individualisée au sein d'un boss et donc en retour de proposer des services individualisés aux occupants. Et puis donc demain, aller vers des notions de robotique sur site pour les sites industriels qui en auraient besoin. Le deuxième important, c'est cette capacité à disposer d'une intégration extrêmement simple. On a fait le test nous-mêmes, on n'a pas demandé à Spinalcom de développer pour nous des connecteurs, on a fait l'expérimentation nous-mêmes avec nos équipes de dev en interne. Et réellement, les développements de connecteurs, c'est une démarche qui est rapide, qui est assez aisée, y compris pour des non-spécialistes du moteur Spinalcom. Donc derrière, qui dit connecteur facile à développer, dit évidemment service facile à développer, parce que derrière, évidemment, les connecteurs vont nous permettre d'aller collecter de la donnée, d'aller l'intégrer, cette donnée, dans le référentiel unique, dans le jumeau numérique, et ensuite donc, de travailler sur de l'algorithmique, qui nous permettra de faire émerger donc des use cases et de nouveaux. Un exemple, on a travaillé au développement à EDF d'un connecteur IP générique, qui va nous permettre donc d'engager la collecte finalement hybride, locale
local plus centralisé de tous les équipements déployés sur site collectables en SNMP. Donc on a là par exemple évidemment les mots pure dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également pourquoi pas tous les éléments réseau locaux, hein, que ce soit switch, routeur, borne Wi-Fi. Voilà, on a vraiment cette capacité à disposer d'une architecture un petit peu hybride qui va faire une première pré-collecte via le boss sur le bâtiment concerné et qui ensuite permettra de faire une installation en SI centralisé, en mode cloud ou data center, hein, on-premise, donc multi-boss de toutes les données collectées. Nous, on a la conviction que cette approche hybride, c'est la bonne pour tout ce qui concerne, je dirais, le monitoring et la gestion d'équipements donc répartis sur site. On a touché du doigt, je dirais, globalement les limites d'une approche exclusivement centralisée, où on a typiquement un outil déployé en data center qui va devoir aller collecter et taper avec des liens réseau sur l'ensemble de tous les équipements répartis sur des sites en région. Aujourd'hui, je pense qu'on est nombreux à constater les limites d'une approche de ce type-là, avec voilà, des décalages au niveau des référentiels locaux, des problématiques évidemment de liens réseau entre le data center et le site local, etc. etc. Donc l'approche hybride qui va combiner une pré-collecte sur le boss avec le jumeau numérique et ensuite une intégration centralisée en data center, en SI centralisé, pour nous est la bonne. On l'a vu, hein, la solution BOSS, elle est compatible Edge et Cloud Computing. Nous, ce qu'on a fait en particulier, c'est qu'on a déployé localement sur notre bâtiment Picasso, hein, au sein du BOSS, un écosystème analytics local pour faire de l'analyse locale de time series et de logs, à travers des composants open source comme Prometheus, Grafana pour les time series et puis également donc Elastic et Kibana pour la partie log. Ça donne la capacité à être finalement à autonomiser un bâtiment d'un point de vue service. Le bâtiment, indépendamment, je dirais, des fonctions support disponibles d'un point de vue en centralisé dans le data center, le bâtiment tout seul, intrinsèquement, va être capable de porter lui-même des services à destination, je dirais, des occupants ou des exploitants. Donc, ce qui veut dire que même si on a un gros problème réseau, même si on a une coupure de lien entre un bâtiment et un site centralisé cloud ou data center, le bâtiment pourra continuer à délivrer des services critiques pour ses occupants sur site à travers globalement ce moteur analytics local. Le BOSS est compatible, on l'a vu, avec un SI centralisé, évidemment. Au-delà donc de cette collecte locale analytics, time series et log, on a derrière la capacité à créer de l'agrégation multi-boss, hein, multi-bâtiment, un peu de type patrimonial, sur des écosystèmes big data élargis, avec donc par exemple des agrégations de multi-boss de time series dans des moteurs Hadoop et des composants type OpenTSDB. Et puis, pareil, de l'agrégation multi-bâtiment, multi-boss sur des clusters Elasticsearch, pareil, orienté Big Data sur base Hadoop. Voilà. Donc, là, globalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a vraiment une architecture qui est cohérente de bout en bout, du bâtiment jusqu'au SI centralisé, y compris Analytics, et qui aujourd'hui nous permet d'adresser l'ensemble de tous nos use cases. Et puis enfin, pour terminer, je dirais, on a affaire à une équipe Spinalcom qui est compétente et qui est très sérieuse. Ça fait maintenant plus de 18 mois qu'on travaille avec cette équipe. Et clairement, en particulier, on a des gens qui maîtrisent techniquement leur sujet fortement, et on a des gens avec qui aujourd'hui on a une très bonne relation commerciale. Voilà, donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons fait le choix de partir sur le moteur Spinalcom pour adresser donc nos smart buildings d'un point de vue plateforme digitale. Voilà, merci à tous, et puis donc n'hésitez pas à revenir vers Spinalcom si vous avez des questions sur cette petite présentation. Alors, la première question que je vois, c'est peut-on imaginer un boss qui orchestre les données de plusieurs bâtiments, chacun ayant son propre boss dans une stratégie patrimoniale? Alors, oui, je pense que ça fait, Edouard en plus en parlait, c'est complètement quelque chose qui est envisagé. Donc, je vais reprendre ce slide. Est-ce que vous voyez bien les slides que je suis en train de présenter? Sébastien? Oui. Ouais. D'accord. Donc, sur ce slide, on a un petit peu ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que chaque bâtiment ait son propre boss, mais bien sûr, il va y avoir des plateformes patrimoniales globales qui vont, c'est ce que disait Edouard, auxquelles chaque boss va venir se connecter. L'idée, c'est d'avoir finalement une plateforme patrimoniale qui va aller se connecter à chacun des bâtiments de manière complètement standardisée, et que chaque bâtiment construit les données consolidées qui va le vouloir renvoyer à la plateforme de niveau supérieur. Alors, est-ce que à partir du boss tel qu'il existe, par exemple, du boss celui qu'on propose aujourd'hui, on va être compétent pour construire cette plateforme? La réponse est oui, à condition de l'associer avec d'autres outils qui sont des bases de données
qui sont des bases de données très scalables, parce que dans un cas, on est en train de gérer des données avec de l'orchestration, avec potentiellement du temps réel, donc on a des bases de données avec des jumeaux numériques très complexes qui gèrent des données très hétérogènes, objets et potentiellement du temps réel. Dans l'autre cas, on va être sur la gestion d'un parc de bâtiments où on peut avoir 100, 200 bâtiments, une vision très très transverse sur lequel on veut aussi les stocker stocker des données sur du très long terme avec des data lakes, avec des choses comme ça. Et donc il va falloir le coupler avec d'autres technologies qui sont pas forcément les mêmes technologies que celles qu'on met dans le bâtiment. Donc là, la réponse est oui, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que ça revient à un IWMS, un IWMS complet? Alors, c'est un cœur, le BOSS, c'est un cœur d'IWMS, on va appeler ça le POS, l'OS patrimonial, si vous préférez. Et après, on va pouvoir déployer au-dessus des fonctions d'IWMS. Ça ressemble à ça avec des architectures qui sont plus des architectures de systèmes d'information très distribuées, complètement ouvertes et évolutives. Donc peut-être que les objectifs derrière il y a des objectifs qui sont communs, mais il y a un autre objectif qui est système d'information ouvert, évolutif. Donc la manière de gérer finalement le système d'information et les données vont être quand même assez différentes. Alors, OK sur la situation actuelle, mais les éditeurs historiques de GTB vont faire migrer leur middleware vers la vision plus large du BOSS. C'est possible, mais c'est pas direct. Nous, on voit bien qu'il y a des problèmes de compréhension quand on parle du BOSS tel que nous on le comprend et du BOSS compris par la GTB. En fait, les gens appellent ça un boss, mais c'est pas du tout ce que nous on définit comme étant un boss. En fait. Et je pense que vraiment il y a des compétences qui sont assez radicalement différentes. La GTB a toujours énormément de sens, elle aura toujours du sens. Gérer une GTB, c'est déjà quelque chose de très complexe, et avoir un middleware de gestion de GTB, c'est quelque chose qui a du sens, et qui est déjà très très complexe à gérer. Donc le fait que ça reste un système d'information spécifique indépendant, je pense qu'il y aura toujours ce besoin-là parce que les compétences à mettre en œuvre, le temps réel à mettre en œuvre, le volume de données est quand même très très élevé dans la GTB et il faut avoir des solutions spécifiques pour ça et des middleware GTB spécifiques pour ça. Monter vers le boss, ça viendra, pour l'instant, on ne le voit pas réellement, c'est une incompréhension plus qu'autre chose, donc c'est plus, euh, il y a plus de l'incompréhension, je pense, entre un middleware GTB et un middleware tel que le BOSS. Et je pense que la définition de ce système d'information bâtimentaire, sûrement des gens viendront. Maintenant, d'où ça viendra? Est-ce que ça viendra des gens qui font de la GTB? Est-ce que ça viendra des gens qui font de l'IWMS? Est-ce que ça viendra de nouveaux acteurs comme nous? Aujourd'hui, je vois des nouveaux acteurs. Je ne vois pas de compréhension globale, soit des acteurs de l'IWMS, soit des acteurs de la GTB, pour définir vraiment ce nouveau système-là, ce nouveau système purement bâtimentaire. Voilà. Et je pense que le BIM a est une technologie qui va permettre de faire bouger les choses parce que c'est une technologie qui apporte quand même une description bâtimentaire beaucoup plus précise que l'ensemble des autres, mais qui n'est pas complète non plus parce qu'elle ne comprend pas toutes les données temps réel. Par contre, quand on se pose les questions de coupler le BIM avec la GTB, de coupler le BIM avec la GMAO, c'est ce qu'on a fait nous il y a 10 ans quand on travaillait dans le monde de l'aéronautique avec les modèles 3D, et on est arrivé progressivement, au bout de 2-3 ans, à se dire mais on ne peut pas le faire si on n'a pas un système de gestion du jumeau numérique dédié et spécifique. Et je pense que progressivement, les gens y viendront aussi. Voilà, ces couplages BIM, GTB, GMAO, ce n'est pas des choses qui se font depuis 3 ans dans le monde du bâtiment. C'est des choses qui commencent à se faire. Nous, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus. Et nous, au sein de Spinalcom, on a mis 3 ans avant de redévelopper complètement une plateforme cœur pour gérer cette problématique qui existe aussi dans d'autres domaines. Aujourd'hui, quels sont les connecteurs qui existent avec les GTB et la couche terrain? Vous avez cité les GTB Schneider, il y en a-t-il d'autres? Alors, nous, on a créé un connecteur en BACnet. L'objectif, c'est d'être le compatible avec le plus de GTB possible. Voilà, donc, ou plus de middleware GTB possible. On ne fait pas du BACnet, on fait du BACnet IP, c'est-à-dire qu'on vient se positionner au-dessus des middleware GTB, ou bien dans certains cas, comme ce qu'on vient de faire avec Distech, là, les automates Distech proposent tous eux-mêmes du BACnet IP ou même des API spécifiques. Donc, on peut se connecter directement aux automates, mais pour l'instant, on a plus fait de la connexion avec des middleware GTB.
Donc aujourd'hui, on a un connecteur en BACnet IP, on a un connecteur avec les API Smart Connector de Schneider Electric. On s'est connecté avec, grâce à Oxitaline avec du LON. Donc là, on a mis une petite box en dessous et on est connecté avec la box Oxitaline. Voilà, et on a en cours de développement un connecteur MQTT avec une GTB spécifique MQTT, et puis de l'OBIX et de l'OPC-UA pour être, encore une fois, l'objectif c'est d'être le plus large possible dans les connexions possibles avec les GTB du marché. Alors, oui et non. ESTAC, c'est un protocole qui vient essayer d'enrichir les données de la GTB. Et au fait, on peut faire du ESTAC, c'est-à-dire que dans la base de données GTB, on vient taguer, mettre des tags pour dire bâtiment, étage, zone et cadre. Donc, standardiser des tags, essayer de taguer directement dans le système GTB. Une autre manière de faire, et c'est ce qu'on fait nous, c'est qu'on vous dit juste dans votre GTB, vous associez l'objet GTB, donc le endpoint, le point de mesure, avec l'identifiant de l'objet BIM. Voilà. Et ensuite, vous venez pas taguer le point de mesure, vous avez associé le point de mesure avec l'objet BIM et vous venez taguer, donc ajouter des attributs à l'objet BIM ou à l'objet BIM ou à l'objet du jumeau numérique, parce que cet objet du jumeau numérique, on ne va pas mettre des tags, juste quelques tags, on peut lui mettre des tonnes d'attributs, on va standardiser les attributs. Donc au final, on n'est pas obligé de taguer la GTB. La GTB, ou du moins, on va être obligé de taguer la GTB, mais on n'est pas obligé de rajouter 250 tags ou 50 tags. On peut en rajouter un. On rajoute un qui est le tag de quelle est la référence de l'objet dans le jumeau numérique qui correspond à ce point de mesure GTB. Donc on a créé comme ça un lien entre le point GTB et l'objet BIM. Et ensuite, l'objet BIM, lui, contient des tonnes d'informations. Donc il contient bien sûr une forme 3D, mais ça, c'est l'une des informations qu'il contient. Il contient aussi des tonnes d'attributs sur sa marque, le nom, des dates de garantie. Potentiellement, on va pouvoir lui faire une liaison avec des tickets, donc il va pouvoir avoir une liste, il va coupler avec une liste de tickets, etc. Donc, le fait de taguer, c'est quand on est dans une vision, on a une base de données peu relationnelle. Donc là, je mets des tags pour pouvoir faire des relations. Là, on est dans une base de données objet. Donc, on a déjà les relations. La base de données crée les liens. Et au lieu de rajouter des tags, on va créer des liens. Alors, définissez-vous des protocoles BIM spécifiques pour votre plateforme. Alors, ce que vous appelez protocole BIM, j'imagine que ce sont des chartes BIM. Alors, la réponse est oui. On a besoin de construire un jumeau numérique. Le jumeau numérique, ça n'est pas la maquette BIM. La maquette BIM est une source de données qui permet de construire le jumeau numérique, et souvent c'est la source ou les sources de données, parce qu'on va avoir plusieurs maquettes, qui va apporter la représentation 3D au minimum dans le jumeau numérique, mais qui peut apporter aussi beaucoup d'autres compétences. Donc, en général, quand il y a un moment où le jumeau numérique et la maquette BIM se confondent, parce que quand on est au début d'un projet, on a 0 système d'information existant dans le bâtiment, mais on commence à avoir le BIM. Alors, hier, c'était les plans, là, on commence à avoir la maquette BIM. Donc, il y a un moment, au début du projet, où la maquette BIM et le jumeau numérique sont quasiment... c'est la même chose, parce que la seule source de données qu'on a pour construire le jumeau numérique, c'est la maquette BIM. Et donc, c'est à partir de là qu'on va commencer à construire toute l'arborescence du bâtiment, la sémantique du bâtiment, donc bâtiment, étage, zone, équipement, etc. Et donc, de ce point de vue-là, on fournit des éléments de charte BIM ou de convention BIM ou de protocole BIM qui vont permettre de venir ajouter des attributs, finalement taguer les objets de la maquette pour faire en sorte de reconstruire plus facilement les différentes arborescences du jumeau numérique, pour reconstruire nos liens plus facilement. On fournit ça, on fournit une charte BIM, on fournit même sur Revit des petites dynamos qui permettent de faciliter la création des liens, mais tout ça, c'est des choses qui sont aussi en train d'évoluer. Finalcom intègre dans la définition du BOSS les SDK. Peut-on développer le BOSS, c'est une plateforme de développement applicative, Application Enablement Platform. Une Application Enablement Platform, donc un OS, votre OS, donc Windows sur votre PC, c'est une Application Enablement Platform qui propose un SDK. Un SDK, Software Development Kit, c'est un ensemble d'outils qui vont permettre pas simplement de venir se connecter à des données préexistantes et récupérer les données ou échanger des données, mais qui permettent de venir vraiment faire du développement logiciel. Autrement dit, créer des nouveaux modèles de données qu'on n'avait pas hier, créer des applications qui viennent utiliser ces modèles de données, créer des liens entre des modèles de données existants
et des modèles de données qui n'existaient pas. Voilà, donc c'est beaucoup plus riche. Un SDK, c'est beaucoup plus riche que des API. On va dire que vis-à-vis du SDK, les API, c'est une application particulière qui donne des accès et qui sécurise les accès sur des données spécifiques déjà créées. Là où le SDK est là pour créer des nouveaux modèles de données, pour créer des nouvelles applications nativement sur le boss. Voilà. Donc avec des API, on se connecte, on échange des données. Avec un SDK, on crée, on développe des nouvelles applications. Alors, comment se fait la configuration de l'orchestration des processus dans le boss via API, via un outil spécifique? Donc là, c'est quand nous, dans notre boss, c'est quand on va venir créer ce qu'on appelle un connecteur. Je prends l'exemple, Edouard, vous avez créé des connecteurs avec vos mopieurs et puis avec une application de gestion des mopieurs. Bien, nous, le connecteur qu'on propose, donc dans le SDK, on propose des librairies logicielles de connecteurs qui contiennent notre SDK, c'est des petites librairies logicielles que vous allez intégrer dans chacun des softs ou dans vos connecteurs vers chacun des softs, vers chacune des applications. Et cette librairie logicielle, elle sait synchroniser des données avec le boss, donc des graphes de données, du jumeau numérique avec le boss, et elle sait aussi générer des événements, c'est-à-dire dès qu'une donnée est modifiée, ça génère un événement. Voilà, et on peut associer des process à cette gestion d'événements. Donc une donnée, par exemple, d'un capteur est modifiée, elle est remontée dans le boss, elle est renvoyée vers le connecteur avec la GMAO, ça génère un événement, et ensuite, on peut, dans ce connecteur, définir un processus d'analyse qui va dire, bon, cette alarme, elle remonte tout le temps, donc moi, je dois créer un ticket, donc je crée un ticket et j'envoie le ticket à la GMAO, et ensuite, en fonction des API de la GMAO, je vais avoir le droit non seulement de créer un ticket, mais de faire une autre action ou pas. Donc finalement, l'orchestration de processus, nous, elle est complètement intégrée à nos connecteurs. C'est natif dans les librairies logicielles, le connecteur qu'on fournit. Après, je suis capable d'orchestrer un processus sur un système tiers si l'API ou l'outil de connexion de ce système tiers me permet d'orchestrer ce processus. Donc pour tous les systèmes qui sont développés nativement sur le boss, soit par nous, soit par des SS2I qui développent dessus, soit par EDF, ils ont 2 développeurs à temps plein qui développent dessus. Eux peuvent développer des process qui sont complètement orchestrés par le boss natif. Alors, quel est le niveau de load exigé pour votre plateforme? Alors, le niveau de détail, il n'est pas forcément énorme. C'est-à-dire que 80% de nos clients aujourd'hui, c'était le cas d'EDF, avaient des bâtiments qui n'avaient pas de maquette BIM. Et on voulait quand même développer un système d'information bâtimentaire avec un jumeau numérique. Et au final, le jumeau numérique, la vision 3D était quand même importante. Donc, on a développé ce qu'on appelle un BIM Lite avec un niveau de détail qui était assez faible. Voilà. Par contre, on peut avoir un niveau d'information plus important. Donc, on peut commencer avec un niveau de détail très faible dans lequel on va juste représenter, par exemple, les climatiseurs juste comme des parallélépipèdes. C'est pas très grave. Au moins, on a leur localisation et on peut leur associer toute l'information nécessaire. On peut venir leur associer des paramètres et des informations beaucoup plus riches. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir une première représentation qui va permettre d'aider le service qu'on veut proposer. Donc là, on va avoir un travail en amont potentiellement avec la maîtrise d'ouvrage ou avec l'asset manager ou le propriétaire ou l'occupant, et il va nous définir quel est le service qu'il veut proposer. Et puis, on va faire un niveau de détail qui va être en relation avec ce service. Soit j'ai besoin d'un gros niveau de détail, soit j'ai pas besoin d'un gros niveau de détail. De toute façon, on va avoir un système de gestion multiversion qui fait que si demain je veux améliorer le niveau de détail sur cet équipement, je refais une nouvelle version de ma maquette, voilà, en essayant de garder les mêmes identifiants d'objets, et puis je prends en compte maintenant cette nouvelle maquette avec des meilleurs détails. L'idée, c'est on fait naître progressivement un jumeau numérique du bâtiment. On va pouvoir le faire évoluer au fur et à mesure des services. On n'est pas obligé de tout définir dès le début. C'est mieux quand on le fait, ça peut coûter moins cher aussi, mais si on ne le fait pas, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave. On peut améliorer le niveau de détail et le niveau d'information au fur et à mesure. Quelle garantie a-t-on si on décide de changer le boss Unicom de notre bâtiment? Alors, on est sur un système d'information avec des API complètement ouvertes. Quand vous voulez changer un système d'information par un autre système d'information, il faut faire une migration. Il faut faire une migration de système d'information, c'est-à-dire faire une migration de base de données. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un système d'information
avec des API et un SDK complètement ouvert, ça veut dire que la personne qui a les droits de gestion, est capable de récupérer quasiment l'intégralité des données. Maintenant, si vous voulez migrer vers un autre système de gestion, il va falloir que cet autre système de gestion ait les mêmes compétences au minimum pour pouvoir reprendre toutes les données et que vous fassiez une migration de base de données. Donc ça, c'est de l'IT. On n'est plus sur j'ai un fichier, j'exporte un fichier, je le réimporte ailleurs. Ça, c'est bien pour tout ce qui est statique, mais c'est pas bien pour ce qui est dynamique. C'est pas bien pour un système d'information. Donc là, la garantie qu'on vous donne, c'est la même garantie que toutes celles qui existent dans tous les systèmes d'information, à savoir, nous, on a un système d'information ouvert, toutes les données sont réplicables. Ce qu'on vous proposera, c'est pas d'envisager ça uniquement à la fin. Si vous voulez vraiment répliquer toutes les données sur d'autres systèmes d'information, alors là, prévoyez-le à la base, et puis faites un connecteur avec une base de données, un data lake externe qui va stocker toutes vos données. Et comme ça, votre migration, elle se fait au jour le jour et pas juste à la fin, une fois pour toutes, parce que sinon, c'est très difficilement gérable. Et ça, ça se fait, une migration de système d'information, c'est les sociétés, ce sont des ESN, des SS2I qui sont compétentes pour ça. Et donc, nous, les SS2I, elles ont les compétences pour récupérer l'intégralité des données. Elles seraient les faire migrer vers un autre système d'information, mais il faut qu'il ait au minimum les mêmes compétences. Nous, chez nous, on gère vraiment des liens, des relations. Notre base, c'est une base de liens. Si vous essayez de migrer vers une base relationnelle type SQL, bon, déjà, vous allez perdre énormément de choses puisque les bases SQL ne sont pas compétentes ou capables de gérer les liens tels qu'une base orientée objet ou une base graph légère. Donc, si vous voulez migrer, il faudra que vous migriez vers des systèmes d'information type base de données sémantiques ou choses comme ça. Ça existe. On a toutes les API et tous les même le SDK qu'il faut pour. Donc, la garantie, c'est qu'on a des API et des SDK complètement ouverts et qu'après, il vous faut par contre faire accompagner des gens compétents pour faire cette migration de base de données. Dans un projet typique de bâtiment intelligent, quelle est l'intensité de développement pour intégrer les applications GMAO, GTP, Roombooking, etc. avec le boss? Alors, quand on n'a rien, il faut faire du développement, donc développer des connecteurs entre systèmes. Première chose, on doit qualifier les différents systèmes existants. Est-ce que la GMAO installée a des API ouvertes et documentées? Donc là, on rentre complètement dans le cadre R2S. Nous, si vous respectez un cadre R2S avec des API ouvertes et documentées, et, on peut travailler. Si vous mettez des systèmes d'information qui n'ont pas d'API ouverte documentée ou de SDK, ou enfin, voilà, dans lesquels on n'a pas accès à la donnée, on n'est pas magicien, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, première chose, on qualifie que les systèmes d'information déployés peuvent communiquer et qu'on peut communiquer des données. Souvent, les GMAO proposent des API, mais ce n'est pas des API complètes aussi. On va pouvoir communiquer pour créer des tickets ou pour récupérer les tickets. Par contre, créer automatiquement le référentiel dans la GMAO, ce n'est pas une API qui est forcément bien existante. Il faut essayer plutôt de générer un fichier Excel et puis de le transférer. Pareil, il y a des API, il y a pas mal de données qui ne sont pas forcément, dans lesquelles il n'y a même pas d'API du tout, donc on va avoir une connexion partielle avec ce système d'information, mais on ne pourra pas échanger complètement l'ensemble des données. Donc l'idée d'abord, c'est la première étape, c'est on qualifie les systèmes existants. Objectif, si c'est R2S, pour nous, c'est beaucoup mieux. Ensuite, il va falloir développer le connecteur. Donc, dans l'exemple de la GTB, pourquoi est-ce qu'on a développé un connecteur BACnet IP? Parce qu'aujourd'hui, on va dire que quasiment 100% des GTB modernes arrivent et sont capables de fournir un connecteur en haut BACnet IP. Et si votre GTB n'en est pas capable, alors à ce moment-là, on va installer un middleware GTB au-dessus, donc une box ou une DoGate ou autre chose qui, elle, a cette compétence-là. Et au-dessus peut nous fournir du BACnet IP. Donc, au final, on sait qu'avec le BACnet IP, on a déjà un connecteur qui nous permet d'être compatible avec quasiment l'intégralité des GTB du marché. Et après, par contre, tout ce qui est connexion avec le Roombooking, connexion avec les IWMS, aujourd'hui, on le fait un petit peu au cas par cas parce que des IWMS ou des GMAO, il y en a plusieurs sur le marché. Là, on est en train de faire un connecteur avec la GMAO Mission. Mais demain, si on nous demande de faire un connecteur avec SAMFM ou avec Carl Software, bon, on ne les a pas encore aujourd'hui. Donc, on les fera sur un projet. Un connecteur, un petit connecteur, ça peut coûter 5 000 €. Un gros connecteur, ça peut coûter 40 000 €. Voilà. Je dirais qu'un connecteur de GMAO, c'est quand même pas un petit connecteur. On peut commencer petit, juste connecter les tickets avec des coûts à 10 000 €, par exemple, 10-15 000 €, et puis augmenter progressivement la taille du connecteur et les compétences du connecteur pour aller faire un couplage beaucoup plus important avec l'outil de GMAO. Donc, quand vous avez un projet, on va voir combien de systèmes vous voulez intégrer. Sur les systèmes intégrés, on va qualifier qu'ils sont intégrables. On va
voir quels sont les connecteurs qu'on a déjà, ceux qu'on n'a pas. Un connecteur qu'on a déjà, c'est du paramétrage, c'est vendu sous licence. Un connecteur qu'on n'a pas, il va falloir le développer et le coût de développement est entre 5 000 et 40 000 euros en fonction de la typologie, de la compétence de ce connecteur et de la complexité à se connecter. Ce qui veut dire que sur des gros projets, c'est des coûts qui sont complètement abordables. Sur des petits projets, effectivement, pour créer des connecteurs sur des petits projets, c'est un peu plus difficilement abordable. Physiquement, le boss, c'est quoi? HW, PC, Gateway, Software. Alors, le boss, concrètement, c'est du software. Le boss, c'est Windows, c'est iOS, c'est Android, c'est du soft. Par contre, il doit bien être déployé sur un hardware spécifique. Et comme là, on est en train de parler, quand on parle d'un OS de bâtiment, le bâtiment, c'est pas un PC. Le PC, c'est un système, le bâtiment, c'est un système de système. Donc, quand on parle d'un boss, on parle d'un OS de système, d'un OS de système distribué. Donc, au fait, le boss, tel que nous, on le développe, en tout cas, c'est un système distribué, c'est-à-dire qu'en gros, il a un cœur de plateforme, mais il a aussi plein de composantes réparties, distribuées sur plein de PC. Et concrètement, ce software-là, on va l'installer sur des serveurs. C'est pas un petit serveur. Pour gérer un bâtiment de 20 000 m², on fait pas ça sur une box. Voilà. La box, c'est bien pour faire du transit. Une gateway, c'est bien pour faire du transit de données, mais pour stocker des données long terme, pour se coupler avec des systèmes d'analyse, pour gérer une base de données avec un vrai jumeau numérique qui peut atteindre plusieurs gigas, voire parfois dans des très très gros bâtiments très complexes, ça pourrait même atteindre plusieurs terras de données demain. On se déploie sur des systèmes et donc sur des serveurs. Donc nous, par exemple, sur un bâtiment de 20 000 m², on va déployer le cœur, ce qu'on appelle le hub dans le boss. Même le boss est composé d'autres briques, mais le Digital Twin Management System du boss, on peut le déployer, on commence à le déployer sur un serveur qui a par exemple 64 Go de RAM. Et puis ensuite, plus on aura de données, plus on voudra garder un petit peu d'historique, plus on viendra complexifier tout ça. On pourra ensuite monter et puis le déployer sur des serveurs qui ont plus de compétences. On pourrait aller, il y a Bull par exemple qui développe un serveur qui s'appelle un serveur Bullion qui a 48 Tera de RAM sur base Linux. Voilà, on pourrait demain aller gérer un jumeau numérique de 48 Tera, de données grâce à ce type de technologie. Donc, le boss, c'est du software. C'est vraiment une plateforme cœur logicielle et après on le déploie. Et on le déploie, nous, aujourd'hui, sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quel hardware serveur qui a du Linux. Ça peut être une machine virtuelle Linux ou ça peut être un Linux en dur. On préfère quand même ne pas être sur une machine virtuelle directement dès qu'on gère des beaux bâtiments parce qu'il faut des performances, il faut plus de performances. Maintenant, on peut aussi se déployer dans le cloud sur une machine virtuelle. On peut même se déployer sur un Raspberry Pi. La seule contrainte, c'est qu'on va gérer un jumeau numérique qui aura 1 giga de RAM maxi, qui fera 1 giga maxi en taille. Donc merci à vous, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions.